À la une ce soir, après l'affront de la totalité des élus de l'archipel, le gouvernement recule sur le décret de catastrophe naturelle. Le périmètre de celui-ci va être élargi pour tenir compte de la souffrance de la Guadeloupe, a dit le ministre de l'Intérieur. Opération remise en état de l'habitation Côte-sous-le-Vent à Pointe-Noire. Les militaires de la sécurité civile sont à pied d'œuvre pour relancer ce site touristique. Ils ont pour mission de contribuer à la relance du tourisme au plus vite en Guadeloupe. Et l'heure est à l'offensive pour les parlementaires sur la question des contrats aidés. Ils sont montés au créneau aujourd'hui, soutenus par un puissant mouvement en Martinique qui secoue l'île depuis plus d'une semaine. 57 morts sur les routes en 2016, c'en est trop. Un collectif d'artistes et de personnalités de la société civile se mobilise pour dire non à l'hécatombe par le biais d'une exposition. 57 mise en lumière au pavillon de la ville de Pointe-à-Pitre. Charles-Henri Copette, membre du collectif, est l'invité de ce journal. Bonsoir, je suis heureuse de vous retrouver. Bienvenue sur ATV Guadeloupe. Les Outre-mer ne quémandent pas, elles sont fières, mais souffrent et demandent à ce que la solidarité nationale s'exprime en actes. Voilà ce que déclarait la députée Hélène Vainqueur-Christophe aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Interrogée tour à tour par justement les députés de la Guadeloupe, le ministre de l'Intérieur est finalement revenu sur l'arrêté de catastrophe naturelle. Le périmètre de celui-ci va être élargi. On écoute justement la réaction, l'intervention d'Hélène Christophe en suivi de la réaction du ministre de l'Intérieur, de sa réponse. Monsieur le Premier ministre, les ouragans José, Ioma et Maria sont passés sur nos terres. Nos îles sont meurtries, voire ravagées. Au nom de mes collègues du groupe Nouvelle Gauche, j'exprime ma solidarité à tous ceux victimes ou traumatisés, français et caribéens, qui souffrent des effets dévastateurs de ces phénomènes d'une ampleur inédite. Je remercie par ailleurs la ministre des Outre-mer d'avoir été dépêchée très tôt sur place et qui nous a accompagnés au cours de ce drame. Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement a publié l'arrêté de catastrophe naturelle suite au passage de Maria. Avec lui, la peur et la tristesse ont laissé place à la stupéfaction et l'incompréhension. Comment l'État peut-il affirmer que seules les 2 îles des Saintes ont connu des vents cycloniques? Comment oser prendre un arrêté si restrictif? Monsieur le Premier ministre, je ne suis ni météorologue ni experte en assurance, mais j'entends les Guadeloupéens et j'ai pu constater la dévastation. De vécu de Guadeloupéenne, je peux vous dire que le vent n'a jamais autant soufflé sur mon territoire et à une vitesse bien supérieure aux 145 km caractérisant les vents cycloniques. Comment d'ailleurs croire que l'œil d'un ouragan de catégorie 5, passant à moins de 40 km des côtes, ne s'accompagne pas de vents cycloniques? Que dites-vous aux Guadeloupéens qui ont perdu leur toiture? 108 sur la seule ville de Trois-Rivières, 40 sur la commune de Vieux-Fort voisine. Que dites-vous à ceux dont les arbres ont été déracinés, occasionnant des dégâts considérables, notamment sur les réseaux électriques et en eau potable? Météo France dispose d'outils de mesure sur les communes de la Basse-Terre, permettant de justifier votre décision. Permettez-moi d'en douter. Vous me répondrez qu'un fonds de secours pour les Outre-mer viendra en complément des dispositifs assurantiels catastrophes naturelles. Quel sera son montant? Monsieur le Premier ministre, les Outre-mer ne quémandent pas. Les Outre-mer sont fiers, mais aujourd'hui les Outre-mer souffrent et demandent simplement que la solidarité nationale s'exprime en actes. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame le député Hélène Vainqueur-Christophe, comme je le disais à votre collègue, une première liste de communes a été publiée. Là où les vents ont été constatés, dépassant 145 km/h en moyenne sur 10 minutes, ou 215 km/h en rafale. Pour autant, aucune commune n'a fait l'objet de décisions défavorables. La Commission attend donc des expertises. Elles s'appuieront pour ce faire, non sur les vents constatés, mais sur les vents estimés qui, comme je viens de le dire, exigent des analyses liées à la topographie et peut nécessiter 1 à 2 semaines. Mais comme je vous l'indique, compte tenu de la souffrance qu'a connue la Guadeloupe, le gouvernement fera tous les efforts nécessaires pour classer l'ensemble des communes qui ont eu à souffrir de dommages extrêmement importants. Je comprends votre émotion. Je veux vous préciser aussi
qu'en ce qui concerne l'effet des vents, les assurances multirisques comportent obligatoirement une garantie tempête qui jouera quelle que soit la décision. En même temps, en complément de ce dispositif assurantiel, le Fonds de secours outre-mer permettra l'indemnisation des dégâts non assurés des particuliers et comme vous le savez, il y en a beaucoup à la Guadeloupe. Et tandis que s'ouvrait aujourd'hui à Paris le salon du Top Reza dédié au tourisme, chez nous en Guadeloupe, les militaires de la sécurité civile s'affairaient à remettre sur pied certains sites touristiques. C'était le cas du parc de l'habitation Côte-sous-le-Vent Pointe-Noire. L'objectif, relancer au plus vite l'activité touristique en Guadeloupe. Reportage Linda Kayarsi. Remettre en état l'habitation Côte-sous-le-Vent, c'est la mission de ces personnels des formations militaires de la sécurité civile. Alors nous déjà on est arrivé ici, on est le dernier détachement de Irma, donc on est arrivé il y a une semaine exactement. On est resté 2 jours au zoo avec cette équipe avec qui je suis actuellement, parce qu'on est plusieurs, on est une centaine à être détachés sur toute l'île. Et cette équipe a fait 2 jours au zoo et là c'est le 2e jour à la vallée des papillons. Et nous ce qu'on fait c'est qu'on déblaye au maximum les gros arbres afin qu'ils puissent avoir du passage et que le parc puisse ouvrir rapidement, que ce soit pour les touristes ou pour les gens qui travaillent ici, que ça ramène de la vie économique parce que du coup tout le monde est plus ou moins au chômage technique. Ils viennent donc en soutien à des opérations de déblaiement dans les communes ou encore les établissements scolaires. Ils doivent s'adapter à chaque environnement. Les difficultés en fait au parc, c'est qu'il y a des plantes assez rares et celles qui n'ont pas été touchées, donc il faut faire attention quand on transporte tout ce qui a été tronçonné, quand on traîne les troncs, qu'on les porte et qu'on les range, à pas écraser les plantes. Et c'est particulier parce qu'on est concentré dans notre travail et des fois on essaye, attention là il y a une orchidée, il y a ça, donc ça en fait c'est la particularité de travailler dans un parc comme celui-ci, comme au zoo, où il y a des espèces en fait à protéger, voire endémiques. Et en fait c'est juste c'est la seule petite difficulté. Après voilà, nous on connaît notre travail, on est là pour ça, même s'il fait chaud ici, particulièrement humide et que ça peut être difficile. On est là pour travailler, on est très content de faire notre travail et de porter secours à la population des Antilles. Des petites mains nécessaires qui permettront rapidement la réouverture de l'habitation Côte-sous-le-Vent et favoriser ainsi l'activité touristique. Grâce à leur intervention, on peut déblayer, on peut nettoyer et du coup ça nous permet de voir effectivement, une fois que ça sera un peu plus propre, comment on s'organise pour pouvoir relancer l'habitation. Aujourd'hui, fondamentalement, on travaille sur les vélos volants, puisque les vélos volants, c'était quand même notre attraction qu'on a ouverte unique dans la Caraïbe, qu'on a ouverte le 1er août. Donc là, j'ai notre expert qui est là, qui est en train de revoir celui qu'on entend, qui est en train de tailler des arbres, parce qu'il y a des arbres qui sont tombés sur les câbles. Donc là, on est vraiment sur un audit de ce qui va se passer. Une fois que ce déblai sera fait, on sera dans le nettoyage, le déblayage, la sécurisation des arbres, et puis on nettoie, et puis on ouvre. L'habitation Côte-sous-le-Vent, qui comptabilise 40 000 visiteurs, devrait réouvrir en même temps que la route des Mamelles, vers le 7 octobre, date de la fin des travaux sur l'axe routier. Et depuis le passage de Maria à proximité de nos côtes, dans les zones impactées de la Côte-sous-le-Vent, beaucoup de familles vivent encore dans des conditions difficiles, sans eau, sans électricité. ATV Guadeloupe au cœur de votre vie quotidienne, avec ce reportage de Nathalie Dinan, de Patrick Curie et de Moïse Dexter. Robert et Katie usent de tous les moyens pour ne pas perdre toutes leurs denrées périssables. Conserver la viande dans de la glace ou encore faire cuire les aliments pour les garder plus longtemps. Car depuis le passage de l'ouragan Maria, ce couple résidant à Monchy-Bouillante vit sans électricité, mais s'organise tant bien que mal. Je suis rentrée de Basse-Terre et puis quand on est arrivé, on a vu le congélateur est en train de décongeler ce qui restait, avec les paillettes qu'on a mis. Donc là, je suis en train avec mon mari de faire bouillir un petit peu avec du sel. Et après, je vais faire roussir pour récupérer la viande pour ne pas les perdre. En fait, tout pas rien. C'est attendre, on va bien la ou passer, engager des morceaux de viande pour manger. Et comme moi, il faut attendre. Alors, on va faire la vie, il n'y a pas de problème dans ce vidéo-là. Nous dégoûtons bien mauvais, nous, en tout cas. Mais nous croyons bien, nous croyons bon, nous croyons bien toujours. Toute poubelle là, toute bitin là. Mais on va attendre. Une situation que l'on retrouve un peu partout dans le secteur. L'objectif est de survivre avec peu jusqu'au retour de l'électricité. Là, quand nous sortis acheter des morceaux et laudon parce que tout ça nous tenait en frigidaire, nous presque gâté, enfin pas presque mais gâté. Donc ça, on est trouvé en boutique à côté nous là, c'est laudon, pas ni mori, pas ni de l'eau, donc c'est en misère en nous.
Mais nous avons vu misère nous parce que c'est vrai que ça a rappelé moi papa moi il a dit tini pas veut dire j'ai manqué. Pour ça il y a un frigidaire là bon moi si personne te tini en salé avant mettre là dit bon que manger. En termes de petits poissons, en termes de petits morceaux de viande, bœuf, en salé avant mettre là. Et là demain matin dit que tu reviens dans celle-là et en que panier que sec en que mettre en manger moins pour en manger. On ne peut pas faire différemment, c'est ça. Les travaux de réparation des différents réseaux, eau, électricité, téléphone, avancent rapidement, mais pas assez au goût de la population qui s'impatiente. Et l'autre sujet qui fait la une de l'actualité, c'est la suppression des contrats aidés. En Martinique, un mouvement de protestation soutenu par la majorité des maires de l'île ne cesse de prendre de l'ampleur. Depuis hier, des opérations escargots ralentissent l'île. Ce matin, une délégation d'élus est montée au créneau pour réclamer leur maintien. Reportage Éric Dupuis d'ATV Paris. À Paris, les élus se font l'écho de la gronde sociale antillaise autour de la suppression annoncée des emplois aidés, que ce soit en Martinique ou en Guadeloupe. J'ai reçu un courrier, par exemple, de la Banque alimentaire, où on nous dit que 4 emplois aidés seront supprimés dans cette organisation, dans cette association. Vous comprenez la problématique que ça pose pour nous? En Martinique, les négociations en cours avec les services de l'État permettent le maintien de 1000 contrats aidés quasi exclusivement dans le milieu de l'éducation nationale. Les mairies et organismes d'insertion sont lésés. Le débat, c'est qu'il faut préserver un minimum d'emplois, certes précaires, mais un minimum d'emplois nécessaire au fonctionnement de la société martiniquaise à travers un certain nombre de services. Donc le message que je pourrais adresser au mouvement social, à tous ceux qui sont mobilisés, notamment en Martinique, c'est de ne pas baisser les bras. Face à l'annonce brutale du gouvernement, les députés appellent à une prise en compte dans le temps de la situation. Nous continuons à dire au Premier ministre qu'il faut absolument un moratoire sur la suppression des contrats aidés et qu'il fasse un lissage sur 3 années après avoir bien mûri les réflexions et voir quels sont les secteurs qui seront privilégiés ou pas. Les députés ont demandé un rendez-vous à Matignon qui n'a pas encore répondu. Le bras de fer entre parlementaires et exécutifs n'est pas terminé sur le sujet des contrats aidés. Et cette mobilisation en Martinique contre la suppression des contrats aidés n'est pas sans conséquence sur l'activité économique. 2 opérations escargots en moins d'une semaine. Certains chefs d'entreprise tirent la sonnette d'alarme. Reportage Anaïs Cal. Ça s'est bien passé sur la route, tu as pu y arriver enfin, je ne pensais même pas te voir ce matin. Mais ça c'est très tranquille, j'ai fait par derrière. Gisèle est l'une des rares clientes à franchir le pas de la boutique ce matin. Avec l'opération Molokreuil, ça a été un petit peu difficile. Je sors quand même, je ne reste pas, parce qu'il y a plein de chemins, les petites routes qu'on peut circuler tranquillement. Pour cette gérante d'un institut de beauté, les temps sont durs. À cause du blocage des routes, son activité est quasiment à l'arrêt. J'ai déjà 2 collaboratrices qui ne peuvent pas venir parce qu'elles ont premièrement leur enfant à garder, qui sont en bas âge. Et par rapport à la manifestation aussi, c'est pas logique, évident pour elles du moins, qu'elles puissent venir jusqu'ici travailler. Et j'ai aussi des clients en fait qui ne peuvent pas y accéder comme ce matin où la zone elle était bloquée. Déjà ce matin j'ai 4 annulations. Et sur les 4 annulations, en fait, ça représente, mettons, un chiffre d'affaires de 500 sur jusqu'à 10 heures déjà, en tout cas. Dans ce salon de coiffure, même problématique. Sur les 17 rendez-vous prévus aujourd'hui, seuls 4 ont été honorés. Entre les ouragans et les mouvements de grève, le mois de septembre s'annonce difficile. La conjoncture fait que les commerces, les petits commerces comme le mien, sont fragiles. Et plus nous rencontrons des situations comme celle-là, et plus la fragilité devient précarité. Et c'est aussi vrai pour notre chiffre d'affaires, aussi, mais pour la pérennité des salaires et des postes de mes collaborateurs. Il y a quelques heures, Justine était elle aussi bloquée dans la circulation. Mais pour cette enseignante, la mobilisation se justifie. C'est nous, justement, l'Éducation nationale, qui avons débuté le mouvement. Parce que vu les difficultés qu'on a au niveau des établissements, donc la sécurité des élèves et l'encadrement, nous avons des enfants handicapés, nous avons tout ça, donc il le fallait, il le faut. Comme elle, de nombreux Martiniquais semblent être sensibles à la cause. Je suis infirmière libérale, c'est vrai que je suis dans l'autre sens parce que je travaille sur le François. Donc en fait je ne suis pas vraiment impactée, mais je suis sensible à tout ce qui leur arrive. Je trouve que c'est désastreux. C'est jamais agréable d'entraver le fonctionnement des autres, mais quelquefois
il faut choquer. Alors maintenant, j'espère que ça ne va pas durer trop longtemps et qu'ils ont gain de cause quand même pour éviter que ça ne puisse perdurer. Et en effet, ces 3 semaines de grève pourraient affaiblir de nombreuses entreprises. Le président de la commission développement économique de la CTM tire la sonnette d'alarme. Ceux qui ne savent pas comment fonctionne une entreprise, ils ne savent pas qu'une entreprise qui perd une journée de travail, d'ailleurs, ils devraient se faire le parallèle avec les enfants, mais ils sont à 100 lieues d'imaginer qu'on ne rattrapera jamais cette journée de travail et que c'est de l'argent perdu pour ces entreprises-là. C'est de l'argent perdu pour la Martinique. C'est sans doute des entreprises qui vont avoir plus de difficultés qu'elles n'en ont déjà. C'est sans doute des pertes d'emplois en perspective. Et puis, il vaut mieux que ça ne se sache pas à l'extérieur, parce que c'est l'image de la Martinique qui sera ternie, et par voie de conséquence, bien évidemment, le développement de la Martinique qui sera entravé par cette action qui est disproportionnée et irresponsable. Un protocole d'accord est en cours de signature. L'activité devrait reprendre normalement demain. Et restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Ce gros plan sur la multiplication des interruptions volontaires de grossesse en Guadeloupe, quel risque pour la santé des femmes. Et puis découverte du Race for Water, le plus gros bateau au monde qui fait la chasse aux déchets dans les océans. Mais avant une question politique, après des débuts calamiteux, la cote de popularité du président Emmanuel Macron semble remonter dans les sondages. Plus de 5 points dans le baromètre mensuel de l'Institut IFOP réalisé pour le journal du dimanche, alors même que les syndicats tentent de maintenir la pression concernant la réforme du Code du travail avec la mobilisation des routiers. Que pensez-vous de ces premiers mois de gouvernance? Linda Kayarsi vous a posé la question. On écoute vos réponses. Je m'occupe plus de la politique depuis les élections présidentielles. Pourquoi? Je suis vraiment déçu. Je trouvais que c'était pas mal, le déplacement était assez rapide. Maintenant, il a fait une promesse, donc j'espère qu'il va se maintenir dans 6 mois. Il a dit qu'il allait revenir. Donc on verra. À ce moment-là, je le suivrai entièrement. Jusqu'à son mandat, et peut-être le prochain. Je suis pratiquement de Saint-Martinoise, mes enfants sont Saint-Martinois. Moi, j'ai pas d'opinion là-dessus. Donc voilà, quoi. Je lui donne le temps, c'est tout. La politique ne m'intéresse pas, tout simplement. Honnêtement, je sais que Macron ne fera rien pour moi et j'attends rien de lui. Donc tout le monde devrait faire pareil. Honnêtement, parce que la politique, c'est pour qu'ils s'enrichissent personnellement, mais c'est pas pour nous, ça c'est clair et net. On voit bien avec le cyclone là, ils ont fait l'arrêté de catastrophe naturelle, il n'y a pas de vent, et tout a été écrasé. Chez moi, ma barrière a été écrasée à cause du vent, donc je fais quoi? Voilà. Et puis un collectif d'artistes et de personnalités de la société civile se mobilise pour dire non à l'hécatombe qui sévit sur nos routes. Pour l'association Warren, ils ont décidé de mettre en place une gigantesque exposition visible à l'hôtel de ville de Pointe-à-Pitre dès demain. Charles-Henri Copette, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation ce soir. Vous êtes membre justement de ce collectif. 57, c'est le nom de l'exposition. 57 œuvres, qui donnera lieu à 57 œuvres créées par 57 artistes et 57 témoignages, ce chiffre très redondant de 57, avec un seul message. Le message, il est simple. Le message, c'est de rappeler à la population qu'en 2016, il y a eu 57 morts sur nos routes, ce qui, ramené proportionnellement au nombre de décès en métropole, ferait doubler les chiffres de l'Hexagone, c'est-à-dire qu'on passerait dans l'Hexagone de 3500 environ à 8000 morts. Alors bien entendu, ça amène à la prise de conscience. 57 morts en Guadeloupe, c'est une augmentation par rapport à 2015 de plus de 15 décès. C'est beaucoup trop. Comment est née l'idée de créer ce collectif qui rassemble des juristes, des artistes plasticiens? L'idée, elle est simple, si vous voulez. Ma profession, je suis avocat spécialisé en droit et dommages corporels, fait que j'accompagne des familles de victimes, j'accompagne des gens blessés. Et au cours de l'année 2016, je me rends compte qu'il y a de plus en plus de gens qui font appel à moi. Et en fin d'année, au mois de décembre, j'ai affaire à ma dernière famille de victimes décédées, et c'est la 57e. Et là, je prends conscience de l'énormité du chiffre. Un peu plus tôt, j'avais eu à défendre la famille du jeune Warren, ce cycliste décédé en allant mettre son transpondeur au vélodrome avant le Tour de la Guadeloupe pour participer à l'épreuve. Et à partir de là, je me rends compte, si vous voulez, de la gravité de la situation. Et il y a un cri de la famille, un cri du père, M. Hérin, qui me dit « Que peut-on faire? Mon fils ne peut pas être mort comme cela pour rien. Cela a des conséquences. »
Et ce chiffre, je l'ai en tête. Il résonne, et j'ai la chance d'être entouré de gens chez qui il résonne aussi quand je leur en parle. Et je pense à la directrice du musée Saint-Jean-de-Perse, Laure Goblet, à Fanny Levillain, qui est une communicante, à une journaliste, Vinciane Fiorentini. Et on décide ensemble, effectivement, de créer tout d'abord un ouvrage qui s'appelle 57. Vous êtes venu d'ailleurs avec. Qui est ici présent. 57 témoignages exclusifs. 57 témoignages exclusifs, avec à chaque fois une œuvre en face du témoignage, une œuvre originale qui est créée par rapport au témoignage. Alors, il y a des œuvres qui sont très sympathiques, il y a des artistes cotés, il y a des artistes plus confirmés, il y a des graffeurs. Effectivement, il y a toute la société qui témoigne. Il y a des hommes politiques qui témoignent, il y a des artistes qui témoignent, il y a des victimes qui disent leur ressenti par rapport à ce chiffre de 57 qui est inadmissible parce qu'il faut savoir qu'on a fait un micro-trottoir avant l'exposition et personne ne sait ce que signifie 57. Moi, je voudrais que dans notre société, on se rappelle de 57 comme du cyclone de 28, comme du GO 89, comme d'une année de tragédie 2016, une année de catastrophe sur les routes, une année d'hécatombe. Voilà. Beaucoup d'actions sont menées chaque année pour sensibiliser les automobilistes au respect des règles du code de la route avec toujours le même résultat. On le voit d'ailleurs, ce chiffre 57 pour l'année 2016. Quel changement espérez-vous apporter avec une exposition d'artistes? Alors, si vous voulez, c'est un arrêt sur image. Pourquoi prendre le temps de créer un livre? Un livre va durer. Un livre va durer des années. Des enfants vont le lire. Vos enfants peut-être le liront et se rappelleront qu'il y a eu cette catastrophe. Ça restera dans les bibliothèques, dans les écoles. Ça passera de main en main. C'est d'abord un livre. Ensuite, l'exposition, si vous voulez, n'est que le réceptacle du livre et sa caisse de résonance qui va permettre d'avoir un lieu d'échange. Mais le livre va vivre au-delà de la semaine d'exposition qui a lieu au pavillon de la ville, donc c'est entre le palais de justice de Pointe-à-Pitre et l'église de Saint-Pierre et Saint-Paul. Donc si vous voulez, c'est ce livre qui va permettre effectivement d'ancrer dans la mémoire cette chose inadmissible. Et moi, si vous voulez, mon cri de colère, c'est que ça n'arrive plus jamais, c'est qu'on se dise, il ne faut plus jamais qu'il y ait 57 décédés sur nos routes. À partir du moment où on aura ce cliquet à l'esprit, on aura ce stop à l'esprit, pour moi, ce sera déjà beaucoup. Ma colère, elle est là. On a perdu cette idée de mesurer la valeur d'une vie. Tout à fait. C'est aussi un appel à la dignité parce qu'on admet tout. On ne se rend pas compte que ça fait 57 décédés sur les routes, que c'est énormissime. Et ça passe, si vous voulez, de manière, entre les informations, entre les choses nouvelles qu'on apprend tous les jours, ça passe, si vous voulez, pour quelque chose d'habituel, de normal. Ça ne l'est pas. C'est anormal. Donc c'est avant tout un cri du cœur, un cri citoyen pour dire ce n'est pas normal. Arrêtons-nous sur ce chiffre. C'est un chiffre anormal. Retrouvons notre humanité, notre dignité. Je crois que l'exposition démarre dès ce soir ou demain. Elle a commencé dès lundi. Dès demain, par contre, il y a une nocturne à partir de 18h, de 18h à 21h, il y a une nocturne avec une animation musicale, un trio de jazz. L'entrée est gratuite, on peut découvrir les 57 œuvres qui sont exposées, les textes. La scénographie a été réalisée par Laure Goblet, elle est magnifique. Elle permet effectivement non seulement de découvrir l'art contemporain guadeloupéen, mais aussi effectivement de s'intéresser à une question de société et de discuter effectivement autour de ce trio de jazz qui sera demain dans le jardin de cet ancien presbytère qui est le pavillon de la ville, qui est un bel endroit de Pointe-à-Pitre, qui est une belle demeure pointoise. Charles-Henri Copette, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Ce soir, autre fléau en Guadeloupe, autre question de société. C'est aujourd'hui la journée mondiale de la contraception et une donnée apparaît, c'est la multiplication des interruptions volontaires de grossesse chez les jeunes femmes en Guadeloupe. À se demander si ce geste est devenu banal, est devenu un moyen banal de contraception. En tout cas, pourquoi une telle évolution? C'est la question qu'ATV Guadeloupe a posée. Karen Diama a mené l'enquête, on regarde son reportage. Pour éviter une éventuelle grossesse non désirée, les femmes peuvent avoir recours à plusieurs moyens de contraception. Il y a le préservatif, la pilule, le stérilet, l'implant, l'anneau vaginal, le patch et aussi l'injection que j'allais oublier. Donc il faut savoir que la contraception est donnée au cas par cas. Donc une personne X n'aura pas forcément la même contraception qu'une personne Y. Et tout cela grâce aux données qu'on aura récoltées à l'entretien. Si toutefois un oubli ou une défaillance de sa contraception devait arriver, là encore, les femmes peuvent avoir recours à une alternative d'urgence. La pilule du lendemain n'est pas une contraception à part entière, c'est-à-dire c'est pas une contraception à prendre régulièrement comme la pilule normale. Donc ça reste quand même une pilule d'urgence, d'ailleurs on l'appelle la contraception d'urgence, qui peut être prise jusqu'à 72 heures après un rapport sexuel. C'est une contraception qui est vendue en vente libre en pharmacie, tout un chacun peut y accéder. Pourtant, depuis une dizaine d'années, le nombre d'interruptions volontaires de grossesse ne semble pas diminuer. Une constance qui pourrait s'expliquer par une précarité sociale. C'est à la limite une habitude culturelle. Les femmes ont beaucoup de difficultés
de prendre une contraception, de prendre par exemple la pilule régulièrement. Donc elles ont souvent accès à l'IVG. Mais il faut dire aussi que c'est qu'elles ont des relations sexuelles épisodiques. Elles ne sont pas installées dans une relation de partenaire fréquente. Et la plupart des personnes qui font des IVG n'ont pas de partenaire stable. Si chaque mois, le planning familial de Pointe-à-Pitre reçoit une centaine de femmes de tous âges venues s'informer sur l'IVG, les professionnels de santé insistent bien sur le fait de ne pas abuser d'un droit fondamental. L'IVG n'est pas un moyen de contraception à part entière, donc ça doit rester exceptionnel. Nous, en France, on a la chance d'avoir justement droit à l'IVG, contrairement à certains pays. Mais c'est vrai que le plus souvent, moi, ce que j'ai déjà remarqué, on a plus souvent affaire à des femmes qui ont recours à l'IVG mais qui n'ont pas de contraception. Ça peut arriver aussi d'avoir un échec de contraception, mais pour cela, comme je l'ai dit, il y a des conduites à tenir. On a tendance à penser que ce sont les jeunes qui font le plus d'IVG, alors que c'est faux. On en a pour tous les âges et à ce moment-là, je pense qu'avec un travail en réseau, ça devrait se mettre en place. En 2016, 4000 interruptions volontaires de grossesse ont été recensées, contre 5000 naissances. Et en Guyane, la troisième étape de la démolition des habitations illégales construites sur le Mont Baduel a débuté. 148 maisons vont être détruites avant la fin de la semaine. Sur place, les habitants expriment une forte détresse. Bien qu'illégales, leurs maisons sont aussi le fruit du travail de toute une vie. Reportage Pierre Tréfaux. C'est à 8 h ce matin que les autorités ont commencé à vider la maison de Bernadette, située sur la colline du Mont Baduel, une construction estimée à plus de 250 000 €. Je paye taxe foncière dans les 3 000 et quelques. Hier, j'ai reçu un papier. L'année dernière, j'ai payé 3 713. Et hier, j'ai reçu un papier 3 738. J'ai eu mes 2 enfants ici. Là, c'est 35 ans de travail. J'ai perdu là, monsieur. Maintenant, vu mon âge, je ne peux pas faire un crédit. Où j'y vais maintenant? Comment je vais faire pour vivre? Et j'ai ma fille qui est en études en France. En juillet 2016, un rapport du Bureau de recherche géologique et minière indiquait que la structure même de la colline pouvait s'affaisser à tout moment et entraîner un glissement de terrain. La préfecture a donc signé un arrêté de péril imminent et a commencé la démolition au Mont Baduel. La question, c'est a-t-on la capacité de résoudre ce problème-là en même temps que les logements illégaux se construisent? Donc nous allons entamer un certain nombre d'actions. D'accord. Par exemple, nous sommes en train de faire une proposition au gouvernement qui serait de pouvoir saisir tous les véhicules et matériels qui permettent la construction de ces bâtiments, ce qui permettrait déjà de mettre un coup d'arrêt à ceux qui profitent aussi de la misère et qui vendent des services. Ça, c'est un premier sujet. Deuxième sujet aussi, nous allons, avec la mairie et l'ensemble des collectivités, travailler pour essayer de mettre en place un système, peut-être une brigade dédiée, peut-être un autre système, pour détruire au fur et à mesure toute maison qui serait en début de construction. Parce qu'il s'agirait d'un chantier et non pas d'un habitat. La maison de Bernadette sera démolie quelques heures plus tard, ainsi qu'une autre construction en contrebas. Selon la préfecture, ce sont une soixantaine de familles qui pourront être relogées pour une durée de 6 mois. Pour les autres habitants remplissant les conditions de séjour en France, une solution transitoire leur sera apportée. Je ne vois pas pourquoi on ne respecterait pas le droit français. Il y a des situations légales, des situations illégales, et donc on applique strictement le droit, sans aucun état d'âme, mais avec humanité. Et parmi les bonnes nouvelles en Guadeloupe de l'après-Maria, le service de portage de repas à domicile a repris hier à Petit-Bourg. Comment fonctionne ce service un peu particulier? Karen Diama a suivi la tournée du jour. On regarde son reportage. Comme tous les jours, depuis 12 ans, ce prestataire part en tournée solidaire. Du lundi au vendredi, il distribue un repas chaud et équilibré aux aînés de la commune. Il est important de bien s'alimenter pour bien vieillir. Bien manger, c'est bien vieillir et en bonne santé. C'est en ce sens que nous avons mis en place ce dispositif de portage de repas depuis 2005 et nous l'optimisons au quotidien, déjà avec la présence d'une diététicienne qui vérifie l'équilibre alimentaire. Nous avons aussi différents régimes, il y a des diabétiques, des semi-liquides et tout ça. Donc la diététicienne veille au grain pour voir si tout est bien respecté. À l'arrière du véhicule, une soixantaine de repas est transporté dans des normes d'hygiène méticuleusement respectées. Le nombre de bénéficiaires au jour d'aujourd'hui est de 60 repas. Il est bien entendu qu'il y a des décès et des placements en EHPAD, ce qui diminue un petit peu.
C'est-à-dire, c'est à partir de 60 ans, on est déjà un senior et on peut bénéficier de ce dispositif. Et le fait d'augmenter la quantité, c'est parce que nous sommes régulièrement sur le terrain, donc nous veillons à la détresse des administrés. Plus qu'un simple portage de repas, la commune se bat chaque jour contre l'isolement des personnes âgées. Le portage de repas, c'est un dispositif qui est très bien. C'est une composante essentielle au maintien à domicile et c'est aussi un moyen de rompre l'isolement et surveiller pour éviter la dénutrition des personnes âgées. Parce que je dirais même que le portage de repas a déjà sauvé pas mal de vies, puisque notre prestataire, quand il va sur le terrain, il se rend compte de la détresse des administrés et il fait un signalement. Et à ce moment-là, nous mettons en place le réseau d'accompagnement sanitaire et social. Prochaine étape, ajouter une soupe à la livraison. Objectif, permettre aux bénéficiaires de profiter d'un dîner léger et équilibré. Et après avoir sillonné les mers du globe, le Race for Water, le premier navire à propulsion mixte solaire, a fait escale en Guadeloupe. À bord se trouvent des équipes internationales de chercheurs qui contribuent à accélérer la transition énergétique et à sensibiliser les décideurs et le grand public sur l'urgence de la préservation des océans. Reportage Yvan Lemar. The Race for Water, un bateau unique au monde, est en Guadeloupe depuis le 21 septembre. Son objectif, sensibiliser à la préservation des océans grâce à la lutte contre les déchets plastiques. On a 3 missions, le LEARN, le SHARE et le ACT. Le LEARN, c'est de mieux comprendre avec les scientifiques tous les problèmes et l'impact de la pollution plastique dans les océans. Donc là, on a des programmes scientifiques que l'on mène avec des universités, avec des spécialistes. On a un programme de sensibilisation du grand public, accueil des scolaires, accueil du grand public. On a une exposition mobile en fait qui sensibilise, qui présente l'ensemble des problèmes et qui amène aussi des solutions d'avenir. On a un dernier volet ACT, qui est un volet beaucoup plus industriel et politique sur une véritable machine, une ingénierie qui permet de transformer les déchets plastiques sauvages en énergie électrique et donc de valoriser en fait les déchets plastiques et d'en créer une véritable valeur. Et là, avec de façon à sensibiliser le grand public, à ramasser les déchets et à pouvoir éventuellement gagner de l'argent avec ces déchets. Durant cette escale, le bateau sera amarré au Memorial Act jusqu'au 2 octobre, puis ira à Bas-du-Fort pour une phase technique de 2 mois avant de passer à une phase de chantier jusqu'au 25 décembre, date de son retour au Memorial Act. On a là une première partie sur une dizaine de jours où on accueille des scolaires, primaires, collèges, lycées. On leur fait une visite du navire, on les sensibilise sur la problématique des océans. On leur donne des différents dépliants avec des solutions, des gestes simples et utiles pour la planète. On a un autre volet qui va être purement une expédition scientifique, donc à partir de la semaine prochaine, notamment sur Bouillante et Petit-Bourg, avec des scientifiques italiens et français qui rejoignent le bateau, qui vont analyser les sédiments et également en surface pour collecter en fait des microparticules de plastique et puis ensuite les analyser. Une étude qui sera également faite au niveau du plancton, donc ça va durer à peu près 8 jours. Il y aura une conférence le 11 octobre à l'Université des Antilles qui va être importante sur le sujet, qui est ouvert au grand public. Et puis ensuite on rentre dans un programme technique et on renouvellera en fait l'ensemble de nos opérations en janvier prochain où le bateau va encore être à nouveau ouvert à des visites de scolaires. La Guadeloupe est la seule île française de cette odyssée, un choix stratégique. Même si la Guadeloupe n'est pas confrontée à ces plastiques qui débordent dans les océans, il y a peut-être pour nous une possibilité de travailler avec les gens ici, que ce soit au niveau évidemment de la région, du département, des communes, etc., pour voir si on pourrait accélérer notre connaissance à nous de ce traitement, de cette transformation des plastiques en énergie dans un endroit qui serait moins compliqué que les pays qui sont à la fin, in fine, notre cible, pour peut-être mettre en place ce qui serait pour nous un démonstrateur, mais qui aurait évidemment un impact, ce qui permettrait peut-être aussi à la Guadeloupe d'être, c'est pas le bon terme, mais un peu notre base arrière pour pouvoir ensuite aller déployer ces solutions-là dans des endroits plus compliqués et plus problématiques. Le premier auquel je pense, ça pourrait être Haïti, par exemple. The Race for Water sera en Guadeloupe jusqu'au 25 janvier prochain, avant de partir pour San Diego. Et c'est l'heure des informations pratiques. La qualité de l'air en Guadeloupe est très mauvaise. La Guadeloupe a été placée en alerte rouge pour une pollution de l'air aux particules fines. Ce seuil d'alerte correspond à un niveau de concentration de polluants dans l'atmosphère au-delà duquel une exposition même de courte durée présente un risque pour la santé. Les personnes sensibles, comme les personnes âgées ou les femmes enceintes,
doivent éviter de se déplacer aux heures de pointe et de faire du sport en plein air. Et l'équipe de l'établissement français du sang vous donne maintenant désormais rendez-vous directement au CHU de Pointe-à-Pitre à BIM de 8h à 16h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler à la rédaction d'ATV Guadeloupe au 60 11 2 fois ou à nous envoyer vos communiqués à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Et c'est la fin de notre édition locale et régionale, mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce mardi 26 septembre. Nous l'avons vu ce soir, après l'affront de la totalité des élus de l'archipel, le gouvernement recule sur le décret de catastrophe naturelle. Le périmètre de celui-ci va être élargi pour tenir compte de la souffrance de la Guadeloupe, a dit le ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, et puis opération remise en état de l'habitation Côte-sous-le-Vent à Pointe-Noire. Les militaires de la sécurité civile sont à pied d'œuvre pour relancer ce site touristique. Ils ont pour mission de contribuer, en tout cas, à la relance de l'activité touristique au plus vite en Guadeloupe. Et l'heure est à l'offensive, nous l'avons vu pour les parlementaires sur la question des contrats aidés. Ils sont montés au créneau aujourd'hui, soutenus par un puissant mouvement Martinique qui secoue l'île depuis plus d'une semaine avec des opérations escargots menées un peu partout. Et 57 morts sur les routes en 2016, c'en est trop. Un collectif d'artistes et de personnalités de la société civile se mobilise pour dire non à l'hécatombe par le biais d'une exposition. 57 mises en lumière au pavillon de la ville depuis lundi. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h50.